Il existe des films que l'on croit connaître par cœur, dont on a vu la scène finale des dizaines de fois, dont on fredonne presque la mémoire. Ice Cold in Alex est l'un d'eux. Pendant plus de 60 ans, ce film de guerre britannique a été célébré comme un chef-d'œuvre d'authenticité, une ode au courage humain dans les sables brûlants d'Afrique du Nord. Mais derrière cette façade impeccable se cache une réalité de tournage d'une brutalité rarement égalée, faite de mensonges, d'exploitation et de décisions qui auraient pu coûter des vies. Abonnez-vous et commentez, parce que ce que vous allez découvrir va définitivement changer votre regard sur ce film. Numéro 20. Avant même que la première caméra ne tourne, le danger était déjà là. 3 ambulances Katie authentiques de la Seconde Guerre mondiale furent sélectionnées pour le tournage. Pas des répliques, de vrais véhicules ayant servi en Afrique du Nord. L'une avait été abandonnée près de Benghazi en 1943, récupérée par un mécanicien local dans un état précaire. Moteur compromis, suspension endommagée, circuit de carburant qui fuyait. Tout inspecteur sérieux leur est déclaré inapte. Thomson la regarda et dit qu'elle était parfaite. Le chef mécanicien, William Hartley, l'avertit que faire rouler ces véhicules dans le désert était genuinement dangereux. La réponse de Thomson fut consignée dans les notes de production avec une froideur saisissante. Si l'ambulance tombe en panne, on filme la panne. Si elle ne peut pas être réparée, on filme ça aussi. Numéro 19. John Mills débarqua en Libye avec un secret. 2 semaines avant le tournage, il avait contracté une infection respiratoire sévère et choisi de le taire, terrifié à l'idée d'être remplacé. Dès le 3e jour, sa condition s'était dégradée. Le thermomètre grimpait à 46 degrés. L'air sec lacerait ses poumons fragilisés. On lui administrait de la codéine pour étouffer les symptômes, ce qui le plongeait dans une torpeur cotonneuse. Plusieurs scènes où Hanson semble au bord de l'effondrement ne relèvent pas entièrement du jeu. Mills luttait véritablement pour rester debout. À la 4e semaine, le diagnostic tomba, pneumonie ambulatoire. Le médecin recommanda une évacuation immédiate. Mills refusa. Vétéran ayant servi en Afrique du Nord, il considérait l'achèvement de ce film comme une question d'honneur. Thomson, sachant son acteur gravement malade, continua de programmer des scènes éprouvantes. La séquence où Hanson creuse le sable, 4 heures sous 44 degrés, les poumons en feu. Mills s'effondra 2 fois, on le ranima avec oxygène et perfusion. Thomson continua de filmer. Numéro 18. Sylvia Sims avait 23 ans. Peu d'expérience, jamais sortie d'Angleterre. Les producteurs lui avaient promis des conditions contrôlées, avec une infrastructure complète. Quand elle posa le pied en Libye, la réalité la gifla. Un désert brut, à des kilomètres de tout, un camp de base en tente sans protection contre la chaleur, sans sanitaire digne, sans climatisation. 12 à 14 heures par jour dans un lourd uniforme d'infirmière d'époque, sous 43 degrés. Quand elle se plaignit à Thomson, il lui répondit que les vraies infirmières de 1942 avaient enduré pire. Elle demanda à relire son contrat. Les petites lignes révélèrent qu'elle avait accepté un tournage en Afrique du Nord dans des conditions conformes à la période historique. Son agent avait signé sans la consulter. Elle était piégée. Partir signifiait rupture de contrat et fin de carrière immédiate. Alors elle resta. Numéro 17. Anthony Cale incarnait un espion dissimulé sous une fausse identité. L'ironie est que lui-même vivait une double vie sur ce tournage. Quelques mois plus tôt, il avait suivi une cure de désintoxication en Suisse. Ses médecins lui avaient formellement déconseillé de reprendre le travail dans des conditions stressantes. Il ignora cet avertissement. Sa résolution de rester sobre tint 11 jours. La chaleur, l'épuisement et l'isolement eurent raison de lui. Il recommença à boire en secret, cachant des bouteilles dans sa tente. Thomson le confronta, Cale avoua et supplia de ne pas être renvoyé. Thomson calcula, le remplacer obligerait à retourner 3 semaines de rush. Il le maintint sur le plateau. La dégradation physique progressive de Van der Poel à l'écran reflétait l'effondrement réel de l'homme qui le jouait. La scène où le personnage accepte son sort avec résignation, c'était Cale acceptant que sa carrière était probablement terminée. Il retourna en cure 2 semaines après la fin du tournage. Numéro 16. Des dizaines de figurants libyens furent recrutés dans les villages voisins, payés 1 livre libyenne par jour, soit 50 pence britanniques. Les membres de l'équipe britannique touchaient 10 à 15 fois cette somme. Mais l'exploitation allait plus loin. Ces figurants subissaient les mêmes conditions brutales, sans bénéficier des mêmes protections médicales. Quand un d'eux s'effondra d'un coup de chaleur, on lui tendit un verre d'eau et on lui dit de se reposer à l'ombre. Un Britannique dans le même état était évacué vers une tente médicale à climatisation.
Aucun crédit au générique, aucun paiement résiduel. Des décennies plus tard, ceux qu'on retrouva décrivèrent une expérience où ils étaient traités comme des accessoires. Un d'eux confia en 2003 que personne n'avait jamais appris son prénom. On lui montrait simplement où se placer d'un geste du doigt. Numéro 15. Pour la séquence du champ de mines, Thompson voulait filmer dans un endroit authentiquement dangereux. Son éclaireur trouva une zone près de Tobruk qui avait réellement été minée pendant la guerre, officiellement déminée en 1946. Mais le déminage de 1946 était imparfait et des engins non explosés demeuraient éparpillés en Afrique du Nord. L'éclaireur avertit Thompson qu'aucune garantie absolue ne pouvait être donnée. Thompson décida d'y tourner quand même. Quand John Mills marchait devant l'ambulance en cherchant des mines, il cherchait véritablement des mines. La tension sur son visage n'était pas entièrement du jeu. 3 mois après le départ de la production, un agriculteur libyen travaillant près de cette même zone déclencha une mine italienne non explosée qui lui arracha la jambe. Thompson fut informé. Il ne fit jamais aucun commentaire public. Numéro 14. Les tremblements d'Hanson, son besoin viscéral de boire, son addiction à peine contenue, le public croit regarder une performance. Il regarde en partie un document clinique sur l'alcoolisme réel. Mills n'était pas alcoolique, mais avait reproduit les symptômes du sevrage avec une précision si troublante que des médecins contactaient la production, convaincus qu'il souffrait lui-même d'addiction. La vérité était plus d'ombre. Thompson avait délibérément programmé les scènes de sevrage d'Hanson les jours où Cale était visiblement en mauvais état. Il plaçait les deux acteurs ensemble pour que Mills observe les tremblements authentiques de son partenaire et les intègre à son jeu. Mills croyait étudier une technique, il étudiait une maladie réelle. Ce n'est qu'après le tournage, quand la cure de Cale devint publique, que Mills comprit ce qui s'était passé. Thompson avait instrumentalisé la maladie d'un homme pour enrichir la performance d'un autre. Mills appela cela la chose la plus moralement compromise qu'il eût vécue en 40 ans de métier. Numéro 13. La séquence du marécage salé est la pièce maîtresse du film. Thompson avait repéré un vrai marécage près d'El Agheila sans en examiner la composition chimique. La concentration en sel était si élevée qu'elle provoquait des brûlures chimiques sur la peau exposée. Après 2 heures de tournage, les 4 acteurs présentaient des irritations visibles. Après 4 heures, les avant-bras de Mills étaient couverts de cloques. Le médecin recommanda l'arrêt immédiat. Thompson refusa. Abandonner la scène signifiait gâcher une journée coûteuse. Il ordonna aux acteurs de retourner dans le marécage. 2 heures supplémentaires pendant que le sel brûlait littéralement leur peau. L'agonie sur leur visage est une douleur physique réelle. Mills garda des cicatrices permanentes aux avant-bras et porta des manches longues en public pour le reste de sa vie. Sa famille révéla plus tard qu'il considérait cette scène comme une forme d'agression. Numéro 12. Thompson voulait une déshydratation visible dans les corps de ses acteurs. Les recommandations médicales de 1957 préconisaient au minimum 4 litres d'eau par jour sous chaleur désertique. Il les limita à 2 litres. À la 4e semaine, tous 4 présentaient des signes cliniques. Vertige, confusion, tachycardie. Sylvia Sims s'évanouit et fut réanimée par perfusion. Harry Andrews développa des calculs rénaux qui nécessitèrent une opération 2 mois après, causée selon ses médecins par la déshydratation prolongée. Thompson répondait aux avertissements répétés du médecin que les acteurs pouvaient boire entre les prises. Sauf qu'entre les prises signifiait souvent 4 à 5 heures de tournage continu sous 43 degrés avant que quiconque reçoive des fluides. Thompson avait créé des conditions répondant techniquement à la définition de la torture, puis les avait appelées méthodes de jeu. Numéro 11. La scène finale, Mills qui vide sa bière glacée en une gorgée extatique, est peut-être la plus célèbre scène de consommation de l'histoire du cinéma. La filmée faillit tuer l'acteur. Tournée en fin de production, quand Mills était déjà sévèrement épuisé, elle exigeait qu'il boive de la vraie bière sur de multiples prises. Son estomac, après des semaines de sous-nutrition et de déshydratation, ne supportait plus l'alcool gazeux. Il vomit à la 7e prise, encore à la 14e. Le médecin proposa un substitut, Thompson refusa. Le verre devait se vider entièrement, à chaque prise. 37 prises sur 2 jours, 20 pintes consommées. À la 30e prise, Mills était réellement ivre. La prise retenue est la 32e. Si vous regardez attentivement, ses yeux sont légèrement voilés. Ce n'est pas du jeu, c'est une intoxication alcoolique combinée à un coup de chaleur. Il ne put plus toucher à une bière pendant 3 ans. La seule odeur lui donnait la nausée.
Numéro 10. La bière citée par son nom tout au long du film, dont l'étiquette est caressée par la caméra dans le plan final, n'était pas un choix artistique. C'était un placement de produit rémunéré. Carlsberg avait versé 15 000 livres sterling à la production. Le contrat exigeait que la marque soit nommée au moins 6 fois et que l'étiquette soit clairement visible dans la scène finale. L'obsession poétique d'Hanson pour cette bière précise, cette récompense si chèrement méritée après des jours de souffrance, avait été conçue par un département publicitaire. Thomson ne reconnut jamais publiquement comment cet arrangement avait compromis l'authenticité du récit. Quand les critiques célébraient cette scène comme un exemple de narration parfaite, ils louaient sans le savoir un spot publicitaire. Numéro 9. Christopher London avait vendu les droits de son roman en sachant qu'une adaptation implique des libertés. Mais quand il vit le film terminé, ce fut la stupeur. Thomson avait supprimé des personnages, modifié les dynamiques de l'équipage et surtout inventé de toutes pièces la révélation que Vanderpool était un espion allemand. Dans le roman, Vanderpool était authentiquement sud-africain. Ce rebondissement trahissait, selon London, le thème central de son livre, la coopération sincère entre alliés. La réponse de Thomson à sa lettre de protestation fut expéditive. Le public a besoin d'un antagoniste clair. London n'écrivit plus jamais de roman. Il confia à des proches qu'il considérait cette scène comme une forme d'agression. Il avait l'impression d'avoir trahi ses camarades tombés. Numéro 8. La scène de la Clafet exigeait l'ambulance positionnée au bord d'un talus abrupt, retenue par des câbles de sécurité. Le coordinateur de cascade Robert Simmons avait conçu chaque dispositif avec soin. Lors de la répétition finale du 2 mai 1957, tout fut vérifié. Simmons donna le signal d'évacuation. Mais en sortant du véhicule, la botte du conducteur accrocha le levier du frein à main. Le frein se désengagea. L'ambulance bondit en avant, un câble de sécurité céda dans un claquement sec. Le véhicule commença à glisser vers le bord. Simmons se précipita, tentant de bloquer la progression avec des pierres. Ce que vous venez d'entendre ne représente qu'une fraction de la vérité enfouie derrière ce film de légende. Si cette plongée dans les coulisses immortielles de Ice Cold in Alleg vous a tenu haleine, partagez cet épisode, laissez un commentaire avec le fait qui vous a le plus sidéré et abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des vérités cachées derrière les films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Les œuvres qu'on aime le plus sont souvent celles qui dissimulent les histoires les plus sombres.